En 1948, quand l'État d'Israël a été créé, l'idée de départ était de répondre à une immense tragédie. Il fallait offrir un refuge sûr au peuple juif après des siècles de persécutions qui ont connu leur apogée avec la Shoah. Mais voilà, plus de 75 ans plus tard, cette solution est au cœur d'un conflit qui semble ne jamais finir. Pour essayer de comprendre, on va décortiquer aujourd'hui une analyse historique bien précise, une analyse qui interroge les fondations même de cette décision. C'est là toute la question, le paradoxe central que l'analyse qu'on étudie cherche à éclaircir. Comment une intention de réparation, de sécurité, a-t-elle pu donner naissance à une situation de guerre quasi permanente? C'est ce fossé, cet écart immense entre le but initial et le résultat concret qu'on va explorer ensemble. On le voit bien ici, la contradiction est totale. D'un côté, ce projet de créer un havre de paix. Et de l'autre, une réalité marquée par des décennies de guerre, de déplacements de population et de souffrances profondes pour tous les peuples concernés. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Allez, on entre dans le vif du sujet. La première partie de cette analyse pose une question assez audacieuse, presque dérangeante. Et si la solution elle-même, la nature de cette solution, portait en elle les graines d'un nouveau problème? Un problème tout aussi complexe que celui qu'on voulait résoudre. Et voilà, la question est posée, sans détour. L'idée ici, ce n'est pas de juger avec nos yeux d'aujourd'hui, mais de comprendre la logique d'un argument qui secoue un peu les certitudes. Est-ce qu'on a commis, à l'époque, une erreur fondamentale? C'est une question qui nous oblige à regarder les faits sous un angle différent. Bon, passons au premier point essentiel de cette analyse, la situation sur le terrain avant 1948. Parce que, pour comprendre comment le conflit a démarré, il faut d'abord se débarrasser de certaines idées reçues et regarder la réalité de l'époque. Et ça, c'est le point de départ fondamental, qui contredit un peu le slogan de l'époque « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». En réalité, le territoire était habité, et ce, depuis des siècles, par une société organisée, les Arabes palestiniens, musulmans et chrétiens, avec leurs villes, leurs villages, leur culture, et déjà des aspirations nationales qui commençaient à naître. Et les chiffres de l'époque sont sans appel. La population était très majoritairement arabe palestinienne. Bien sûr, l'arrivée de vagues d'immigration juive, des gens qui fuyaient les persécutions en Europe, a commencé à changer un peu la donne. Mais la population locale restait largement majoritaire au moment où les décisions clés ont été prises. Du coup, le point vraiment crucial selon cette analyse, c'est que le conflit, ce n'est pas juste un accident de l'histoire, il est structurel. C'est-à-dire qu'il est inscrit dans la façon même dont l'État a été créé, en venant superposer un projet national sur un territoire déjà occupé par une autre communauté sans lui demander son avis, et avec un rapport de force complètement déséquilibré. C'était en quelque sorte la collision frontale et inévitable de deux nationalismes sur une seule et même terre. Maintenant, intéressons-nous au rôle qu'ont joué les puissances internationales dans toute cette histoire, et plus particulièrement les pays occidentaux. L'analyse rappelle d'abord un fait historique que personne ne conteste. C'est en Europe que l'antisémitisme s'est développé pendant des siècles, menant à des pogroms, des discriminations et finalement au génocide. Le besoin urgent d'un refuge pour le peuple juif est né de cette tragédie, une tragédie purement européenne. Sauf que, voilà, la réparation de ce crime européen, elle ne s'est pas faite en Europe. La solution a été, en quelque sorte, délocalisée à des milliers de kilomètres, au Moyen-Orient, sur un territoire qui, à l'époque, était sous contrôle britannique. Et l'argument ici, c'est que les puissances occidentales, probablement rongées par la culpabilité après la Shoah, ont en fait exporté le problème. Au lieu d'assumer leurs responsabilités jusqu'au bout, par exemple en accueillant massivement les survivants, elles ont soutenu une solution qui a fait payer le prix de l'antisémitisme européen à un troisième acteur, le peuple palestinien, qui n'avait lui aucune responsabilité dans cette histoire. Tout ça a abouti au fameux plan de partage de l'ONU en 1947. L'analyse le décrit comme un plan imposé, d'en haut, sans réelle recherche d'un accord sur place. Il a été accepté par les dirigeants sionistes, forcément, il leur donnait une part du territoire bien plus grande que leur poids démographique, mais il a été refusé en bloc par les pays arabes et par les Palestiniens, qui ont vu ça comme une dépossession. À ce moment-là, les bases de l'affrontement étaient déjà posées. Voyons maintenant les conséquences à long terme de cette décision. On se souvient, l'objectif était de créer un État sûr pour le peuple juif. Mais des décennies plus tard, quel est le bilan? Le contraste est vraiment saisissant. On visait la sécurité, la stabilité, la reconnaissance. Et au final, l'analyse soutient que la manière dont Israël a été créé a produit exactement l'inverse. Un état de guerre quasi permanent, une radicalisation des deux côtés et des conséquences humaines absolument dévastatrices. L'histoire de la région, c'est une succession de guerres. Mais derrière cette liste de dates, il y a la première grande conséquence humaine,
la guerre de 1948 qui a provoqué l'exode de plus de 700 000 Palestiniens. C'est ce qu'ils appellent la Nakba, la catastrophe. Et cet événement a créé une crise des réfugiés qui dure encore aujourd'hui. L'argument de la source, c'est qu'un État qui naît dans l'hostilité de ses voisins et d'une partie de sa population ne peut en fait jamais être vraiment en sécurité. C'est une logique implacable. La domination entraîne la résistance, qui justifie plus de domination, qui entraîne plus de résistance. C'est une spirale de violence sans fin. Et selon cette analyse, ça a des conséquences internes très profondes. Pour la société israélienne, ça a mené à une militarisation extrême, une sorte de mentalité de citadelle assiégée. Et pour les Palestiniens, l'occupation et la fragmentation de leurs terres nourrissent le désespoir. C'est là que se situe l'échec moral souligné par la source. Une injustice subie par un peuple a mené à une autre injustice, imposée à un autre peuple. Mais est-ce que cette voie était vraiment la seule possible? D'après la source, non. Explorons rapidement les autres options qui étaient sur la table à l'époque. L'analyse en identifie au moins 3. D'abord, il y a eu des projets d'implantation ailleurs dans le monde, comme en Ouganda, mais ils ont été rejetés pour des raisons idéologiques. Ensuite, il y avait l'idée d'un seul État pour tout le monde, binational et égalitaire. Mais ça allait contre le projet d'un État à majorité juive. Et enfin, il y avait l'option que la source considère comme la plus logique sur le plan moral, que les pays occidentaux accueillent massivement les survivants et assument ainsi pleinement leurs responsabilités historiques. On arrive à la conclusion de cette analyse. Essayons de comprendre pourquoi, selon elle, ces choix faits il y a plus de 75 ans continuent de bloquer la situation aujourd'hui. Pour résumer, l'argument final, c'est que le conflit est insoluble dans sa forme actuelle à cause de ses choix de départ. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des bons et des méchants, mais que la structure de départ a rendu l'injustice et la confrontation presque inévitables. Et c'est là que toute la nuance de l'argument se trouve. La critique ne porte pas sur le besoin, bien réel et légitime, d'un refuge pour le peuple juif. Non, elle porte sur la méthode qui a été choisie et sur ses conséquences désastreuses pour le peuple palestinien. Reconnaître l'injustice subie par les Palestiniens, ça ne veut pas dire nier le besoin de sécurité israélien. C'est simplement admettre que ces deux réalités sont les deux faces d'une même pièce, d'une même histoire tragique. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse posée par cette analyse. Elle suggère que tant que cette histoire de départ, cette sorte de péché originel politique, ne sera pas reconnue par tout le monde, eh bien toute discussion sur la paix tournera en rond. La question n'est peut-être pas seulement une question de frontières ou de sécurité, mais d'abord une question de reconnaissance de l'histoire de l'autre. C'est une question ouverte qui nous force à réfléchir à la façon dont le passé continue de dicter le présent et peut-être d'empêcher de construire un avenir.